Donc la dynamique, je ne vais pas en dire grand-chose, puisque la dynamique, c'est ce qui ne relève pas de la physique. Donc c'est tous les termes-là qui concernent le Coriolis, le gradient de pression, etc. La physique, c'est plus intéressant. Donc la physique, c'est tout ça. Donc je vous assure que dans les modèles à la fois du temps et de climat, il y a tout ça. Donc il y a le rayonnement, il y a les nuages, il y a les précipitations, il y a la turbulence, il y a les ondes de relief au-dessus des montagnes, il y a toute l'interaction avec l'océan, avec l'absorption du rayonnement, bien sûr, l'évaporation de l'eau qui alimente les nuages, etc. Donc voilà tout ce qu'il y a comme paramétrisation. Au-delà de ça, on voit encore une fois, là, il vaut mieux aller voir sur l'écran là-bas, mais ici, c'est quelque chose qui représente les interactions complexes entre les variables qu'il y a au sol, les variables qu'il y a de l'atmosphère, et tous les processus, et avec toutes les flèches jaunes qu'il y a entre elles. Pour chacune de ces flèches jaunes, il y a des années de travail, il y a des thèses qui sont lancées pour calibrer les processus d'interaction entre les choses. Donc c'est vraiment les modèles qui tournent actuellement, c'est le summum de la culture d'une certaine d'années de travaux que les gens ont fait pour y arriver à avoir les bons processus. Encore plus compliqué, maintenant il ne s'agit pas de faire des modèles qui incluent que l'atmosphère, il faut aussi inclure l'océan. Et dans l'océan, il y a une autre série de personnes qui ont développé la même chose avec la salinité qui joue le rôle des complexités de l'eau en fait, dans la partie atmosphérique. Hein. Chez eux, c'est la salinité qui induit des problèmes énormes en termes de simulation océanique. Mais il y a actuellement les simulations qui sont couplées, en fait, océan, atmosphère, partie terrestre, la végétation, la glace de mer, la banquise. Tout ça est interactif, complètement interactif. Je vais terminer sur un petit peu les physiques, là, un petit peu pour voir une question provocatrice, un petit peu, un nuage, existe-t-il? Pour vous montrer un petit peu comment je vois maintenant les nuages. Donc dans le temps, j'aurais dit, ben oui, un nuage, voilà, on les voit les nuages, ils sont là. À la limite, on peut se poser la question un peu naïve, combien ça pèse un nuage? Pourquoi il ne tombe pas sur notre tête, hein, comme les Gaulois? Et en fait, pour moi, un nuage, ça n'existe pas. La bonne vision qu'il faut avoir, c'est qu'un nuage, ça n'existe pas. Alors pourquoi ça n'existe pas? C'est déjà les bonnes questions. Est-ce que vous avez remarqué que les bases des nuages sont à peu près tous pareilles? Qu'en fait, ce que l'on voit ici, il faut l'imaginer comme ça. On voit la convergence, mais par effet de fuite. Hein, et qu'en fait, les nuages, ils ont tous à peu près la même hauteur pour une série, pour un truc homogène. Donc c'est vrai aussi ici, là, c'est à peu près la même hauteur. Et il y a aussi le sommet qui est à peu près pareil. On voit pour l'enclume ici, vu de loin, un cumulonimbus, ou ici pour le sommet. En fait, il y a deux choses un peu bizarres. Alors comment ça se fait? J'ai un petit peu essayé de modéliser ça pour dire que la thermodynamique de l'air humide. Et l'air humide, c'est fait de l'air sec, l'oxygène, l'hydrogène, etc. La vapeur d'eau, qui est transparente, il ne faut pas l'oublier, la vapeur d'eau, on la rejette quand je vous parle. Là, j'ai de l'air humide qui sort de ma bouche et il n'y a pas de nuage au bout de ma bouche. Donc le nuage est fait de l'eau condensée, hein, que des gouttes. Hein, c'est vraiment le brouillard, ou quand on va en montagne, c'est du brouillard en fait. Alors ce qui se passe, moi, dans mes yeux, dans ma tête, que dès que je vois un nuage, je vois un profil température verticale, et qui explique pourquoi est-ce qu'il y a une inversion là-haut. En fait, c'est que là-haut, il y a une inversion de température. Si le nuage est bloqué comme ça, c'est qu'il se passe ça. Pour la base du nuage, comment l'interpréter? C'est qu'il y a un profil vertical de pression, de l'air sec et de la vapeur d'eau. Et que si le soleil chauffe le sol, il va créer une petite bulle d'air chaude qui va monter en se refroidissant et en s'élargissant par dépression, qui va créer des circulations secondaires, et il va arriver à un niveau particulier, qui est le niveau de condensation où la pression de vapeur d'eau va atteindre la pression saturante. Et tout bêtement, toutes les particules qui vont après au-delà, qui sont visibles, elles, celles-là sont invisibles, on ne les voit pas, il nous faudrait des yeux infrarouges pour les voir. Et celle-là, on la voit, celle-là, l'eau a condensé. Et puis après, il leur arrive différentes choses, hein, ils peuvent rentrer, sortir, être recyclés par en bas, etc. Donc le nuage, en fait, c'est juste une trace fictive, non matérielle, hein, d'une trajectoire d'eau qui se condense. C'est important parce que ça permet d'éviter de mal comprendre. Hein, qu'un nuage, c'est pas quelque chose qui pèse, c'est pas quelque chose qui pousse ou je sais pas quoi, et qui se déplace même pas, parce que les particules d'air, en fait, elles rentrent par le bas, elles en ressortent, etc. Et un nuage, il marche en crabe, en fait, par rapport aux particules qui rentrent et qui en sortent. Donc un autre exemple ici, c'est sûr que là, c'est pareil. Donc là, moi, je vois tout ça derrière un nuage, ce qu'il peut y avoir dehors. Et là, on voit effectivement, on peut interpréter le cumulonimbus comme étant le sommet ici, ce qu'on appelle la tropopause. Donc c'est ça, en fait, qu'il y a derrière l'analyse de tous les nuages qu'on appelle l'aérologie. Juste pour compliquer la chose, c'est qu'ici, on a le cycle de l'eau. Alors le cycle de l'eau, c'est très compliqué. Je vous ai montré ici une goutte, hein, je vous ai montré les gouttes des nuages, là, liquides, mais il y a des nuages solides, la glace. Il y a aussi la pluie, il y a aussi la neige, il y a aussi ce qu'on appelle le grésil et ici ce qu'on appelle la grêle.
Et encore une fois, tout cela est relié par des processus. Toutes ces flèches correspondent encore une fois à des thèses, à des dizaines d'années de tuning et de remise en cause. Donc je terminerai par l'analyse de données avant de faire la pause. Donc encore une fois, je reviens au petit diagramme que j'ai montré tout à l'heure. Donc le but du jeu, quand on veut prévoir quelque chose ici de très non linéaire, c'est de faire des séries de prévisions et de temps à autre de revenir vers la réalité. Donc la réalité, elle est complexe. Au début de ma carrière, dans les années 80, on n'avait que ça quasiment. On avait les gens qui, sur Terre, observaient sur un thermomètre dans leur petit abri météo, vous avez dû en voir, ou lançaient des sondes pour explorer la partie verticale de l'air. Alors, ça avait un gros défaut. Vous voyez qu'il y a beaucoup en Europe. L'Afrique, il n'y a pas grand-chose sur le désert. Les océans, c'est complètement absent de mesure. Donc c'était quelque chose de très inhomogène. Donc même si on essayait de rappeler le modèle qui s'écartait sur ces parties-là, il y avait toutes les parties ici qui étaient non couvertes par les réseaux de mesure qui étaient possiblement en train de diverger. Donc évidemment, maintenant, on a des traces satellites. Là, il y a 3 orbites et demie d'un satellite Yazi, là, par exemple, qui permettent de couvrir au fur et à mesure l'ensemble de la Terre de manière très homogène, à la fois spatialement ici et sur les verticales. Et il y a maintenant des mesures très exotiques, même les mesures par GPS. Maintenant, l'occupation GPS nous donne des choses en plus, météorologiques, quand les GPS sont reliés entre eux en phénomène rasant, par exemple. Donc il y a de plus en plus d'observations. Comment les prendre en compte ? Juste par analogie, des choses que vous connaissez bien, c'est la technique des moindres carrés. Dans tous vos TP de physique, vous avez dû faire ça, positionner des courbes, et comment valider une loi linéaire par rapport à un réseau de points. De manière très, très évidente, il suffit de faire une fonction coût, qui est la somme des carrés des écarts. Là. Et l'idée, c'est de faire la droite ici, qui fait que cette somme des carrés, à chacun des points, soit la plus petite possible. Donc il suffit de minimiser cette fonction coût, et directement, vous avez les coefficients de la droite de régression AX plus B. Mais en météo, fondamentalement, même si c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, fondamentalement, c'est un peu la même chose. Il faut définir une fonction coût, et faire des choses que vous ne connaissez pas et qui portent les doux noms de analyse optimale, variationnelle 3D, variationnelle 4D, des filtres de Kalman et des choses comme ça. Alors c'est des choses qui sont très compliquées, mais qui permettent justement quand l'atmosphère, on a fait par exemple 6 heures l'atmosphère, toutes les 6 heures, ou même à chacun des moments où l'observation arrive, on arrive à recadrer la trajectoire. C'est beaucoup plus complexe puisque le vecteur d'état ici, là, il dépend des 3 points de l'espace et aussi du temps. Et en plus, vous avez vu tout le nombre de points que vous avez, donc il faut généraliser sur des milliers et des milliers d'observations en même temps. Donc c'est des vecteurs énormes, c'est des systèmes matriciels gigantesques, avec par exemple ici un exemple, c'est pas à prendre par cœur, vraiment pas. L'analyse ici est égale à l'observation, plus une matrice énorme qui est en dessous ici, fois l'écart par rapport entre le point et l'observation. Et vous voyez que là, il y a des transposés, il y a des inversions de matrices gigantesques, chacune de ces matrices faisant des milliers et des milliers de colonnes. Donc vous voyez que là, il faut faire des systèmes numériques énormes. Et encore une fois, ce n'est pas solvable à la main, on ne peut pas faire à la main. Et donc on fait appel à des algèbres linéaires très compliqués, des algorithmes numériques en fait. La fonction coût, il faut la voir comme étant la fonction bas. Là. Ce qu'on veut, c'est arriver au bas, là, le minimum de la fonction J. Là. Et on part d'ici, là, et par petits bouts, on arrive à descendre le long de cette paraboléide là, pour arriver au plus près possible de cette solution minimale. Et donc c'est là où ça occupe des puissances calcul gigantesques. Là, on a besoin de calculs les plus gros de la Terre pour faire ce genre de choses, par exemple. Il faut savoir que l'analyse, c'est tout ce métier-là, tout ce qui est décrit ici, c'est plus coûteux que faire la prévision au niveau numérique. Donc l'essentiel, à la limite, j'ai marqué, c'est l'essentiel. L'essentiel du travail du modèle météorologique opérationnel, c'est ce travail-là. C'est ce travail de l'analyse. C'est celui-là qui est le plus gros des travaux. Donc on est à 2 slides de la fin du premier exposé. Juste pour vous montrer, alors malheureusement c'est pas très beau cette partie-là, c'est plus beau là-bas. Donc là un exemple ici de 3 journées, c'est assez récent, c'est du 11 avril 2011, 12 avril et 13 avril. Voilà l'évolution sur 3 jours de l'atmosphère en termes de pression mer, de pression réduite au niveau de la mer. Donc si vous avez un baromètre chez vous, ça correspond au fameux 1013 HPA, hectopascal. Et donc on voit ici qu'il y a une dépression là, qu'une journée après, elle est partie, elle est rentrée de l'Est Atlantique vers le centre Atlantique et qu'elle est en train d'aborder 2 jours après l'Irlande. Donc on voit ce qui se passe. Déjà, première chose, ça invalide fortement l'idée que le petit paysan, au bout de son champ, il puisse savoir le temps qu'il va faire 2 jours après. Parce que là, il faudrait à ce moment-là qu'il ait une vision qui soit extra lucide. Il faudrait qu'il ait une vision à 3000 km au large de l'océan. Et je crois pas. En hiver, ce qui arrive chez nous, chez vous là en particulier,
baie de Saint-Brieuc, 3 jours avant, elle vient de Terre-Neuve. Hein. Donc là, c'est pas possible de faire une prévision en regardant au-dessus de ce qu'il y a au-dessus de chez soi. Par contre, le modèle, maintenant, il y arrive. Alors au début de ma carrière, en des années 80, la première fois où j'ai été prévisionniste en stage, c'est en 81 à Rennes. Et là, les modèles, c'était le début des modèles et les prévisionnistes n'y croyaient pas, hein, parce qu'on dépassait jamais, même les premiers jours, déjà, c'était n'importe quoi. Donc partant d'ici, là, vous voyez qu'une journée après, on a quasiment très peu de différence en termes de pression mer, hein, les lignes rouges, et même en termes de température, là, ce qu'on appelle température potentielle, le thermomètre mouillé ici, là, on voit qu'on a un positionnement quasiment parfait. Hein, on a un bon anticyclone au large de la Bretagne, là, qui est dans les deux cas. Et 2 jours après, donc ici, prévision à 2 jours versus la réalité, on voit qu'on a le bon, ce qu'on appelle un talweg ici, hein, une zone de minimum de pression sur l'Irlande qui est bien positionnée hein, par rapport à la réalité. Et celui-là aussi qui a commencé à apparaître, hein, qui a remplacé les suivants hein, sur la partie ouest du bassin atlantique, on voit qu'on a la bonne position. Donc voilà ce qui se passe tous les jours, on dit qu'effectivement on prévoit les choses correctes. Alors on verra dans ce qu'on partie d'exposé que c'est pas pour ça qu'on n'arrive pas à se planter à une journée près sur la Bretagne. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Avant de faire la pause, je vais vous mettre à contribution et je vais vous demander de voter. Hein, donc c'est le mode de la télé-réalité. Donc, mais là, il y aura juste A et B. Hein, donc je vous montre 2 images. Hein. Alors, encore une fois, peut-être que ce serait plus intéressant de regarder là-bas. Donc parmi ces 2 images, donc, je vous explique ce que c'est. Hein, les images, c'est des images infrarouges. Vous reconnaissez la France, hein, Saint-Brieuc est par là. Et donc, dans ces images-là, en infrarouge, ce qui est blanc, c'est des nuages, comme les cirrus tout à l'heure, hein, qui sont en train de toper le sommet de la tropopause, là, qui sont très froids, hein, qui sont autour de moins 77 degrés. Et donc, ils sont très froids ici, là, celui-là, par exemple. C'est vraiment un front, à les limites d'un front. Et ce qui est en dessous, là, en grisé, là, c'est des nuages qui sont plus bas, qui sont un peu plus bas, et donc qui sont à l'étage moyen, qui sont les petits cumulus que l'on voit de beau temps en été sur la Bretagne. Et donc là, il y a une des 2 images qui est la réalité, qui est celle qui a été vue par les satellites, et l'autre, celle qui est simulée par le modèle Arome de Météo France. Donc, je laisse juste regarder un petit peu, je voudrais savoir, la question que j'ai posée, c'est où est le modèle? Est-ce que c'est le modèle, c'est A ou c'est B? Alors, qui est pour A pour le modèle? Est-ce que le modèle, c'est A? Qui veut lever la main? On peut s'abstenir aussi. Hein. Qui se lancerait pour A? Juste comme ça, grosso modo. Hein. Vous ne risquez rien. Hein. Il y a une dizaine. Alors, qui est la réalité? Où est le modèle? Le modèle en B. Le modèle en B. Ah, majorité de B quand même. Et qui ne sait pas, n'arrive pas à avoir une idée? C'est important aussi. Il y en a plusieurs quand même. Donc déjà, effectivement, donc le modèle, c'était celui-là. Hein, et la réalité, c'est celui-là. Mais je pense qu'on arrive maintenant à faire des choses qui ressemblent fortement à la réalité. C'est une des choses qu'on peut tirer de cet enseignement-là. C'est qu'on arrive à des choses maintenant où... ici, c'est quelque chose de très compliqué, puisque, en fait, partant de tous les profils verticaux de température, de pression, d'humidité, de diverses, etc., on a un système d'inversion, on appelle d'inversion du système radiatif. C'est-à-dire, on fait en sorte de simuler comment le satellite va voir la couche que l'on a simulée vue de l'espace. Donc, on essaye de retrouver la même chose que ça. Et c'est des systèmes très compliqués, puisqu'il faut faire appel à des systèmes de transfert, ce qu'on appelle les systèmes de transfert radiatif, des équations très compliquées à résoudre en termes radiatifs, et qui donnent une impression, en fait, même presque plus belle. Hein. Certains se sont fait abuser peut-être, parce qu'on dirait, à la limite, c'est plus précis ici. Donc on dit là, bon, c'est un peu flou parce que le modèle a été moins bon. Mais non, en fait, c'est parce que la satellite, il n'est pas une résolution qui n'est pas assez forte, donc il n'arrive pas à voir la beauté des choses ici, que le modèle commence à bien simuler. Donc voilà, donc là, voilà la fin pour être positif, c'est que maintenant, plus ça va, plus on arrive à ne plus pouvoir différencier la réalité des modélisations. C'est vrai un petit peu aussi en 3D, on a remarqué, avec Avatar, on ne sait plus trop maintenant où on en est.